La ville de Belém, au Brésil, est bâtie à l'embouchure du puissant fleuve Amazone. On y trouve un fruit aujourd'hui très prisé, l'açaï. La culture de cette petite baie a transformé les riverains du fleuve en entrepreneurs et en marchands. Pour la découvrir, il faut entrer dans le monde secret des communautés indigènes qui peuplent les rives de ce delta labyrinthique. La plupart des gens qui visitent le Brésil se rendent dans les grandes villes de Rio de Janeiro et de São Paulo. Pourtant, il existe une autre destination tout aussi intéressante mais bien moins connue, l'Amazone et sa splendide forêt tropicale. L'Amazone éclipse presque tous les autres fleuves. Avec ses 6400 km, c'est l'un des plus longs, sinon le plus long. Et à son embouchure, il fait près de 100 km de large. Il est 20 fois plus large que le plus grand fleuve des États-Unis, le Mississippi. Et 600 fois plus large que le plus grand fleuve du sud-ouest de ce pays, le Colorado. Il contient un quart de toute l'eau douce de la planète et abrite un si grand nombre d'espèces de poissons qu'au moins 20 ou 25% d'entre elles n'ont jamais été identifiées. L'Amazone est unique au monde. C'est un endroit à nul autre pareil. Mais pour moi, qui ai toujours vécu dans le désert, c'est un univers aquatique qui m'est totalement inconnu. Je dois rencontrer l'ami d'un ami qui connaît les canaux et les courants du cours inférieur de l'Amazone. Il pourra me faire découvrir la région. Vous avez grandi à Belém, à environ 40 km d'ici. Oui. Cette région fait partie de votre culture. Oui. C'est ici que je passerai le plus volontiers le week-end. Juste le week-end? Oui, pour monter dans mon kayak. Un kayak en fibre de verre et pas une pirogue en bois. Et aller me balader, pêcher les piranhas, regarder les oiseaux. Vous faites quoi dans la vie? Je vis à New York. Et vous faites quoi? Je travaille dans une banque. Vous êtes banquier à New York? Oui. Et vous avez grandi ici? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre loin de votre région natale? Disons que c'est ici que sont mes racines. Vous trouvez qu'il y a une différence entre la vie à New York et la vie sur les rives de l'Amazone? Oui, les jungles sont très différentes. Ce sont deux jungles différentes, hein? Oui. La ville de Belém, ou Bethléem, se situe à l'embouchure de l'Amazone. Elle regroupe plus de 2 millions d'habitants. Elle a ce site particulier que son économie repose presque entièrement sur les échanges commerciaux le long du fleuve, qu'on pourrait presque comparer à une autoroute reliant l'intérieur du Brésil à la côte. D'immenses quantités de marchandises transitent par cette ville. L'industrie principale de Belém est toujours le commerce fluvial. On exporte beaucoup de bois. Il y a de grosses scieries. Ces gens que vous voyez arrivent avec des baies d'açaï. Ils les apportent en ville et repartent dans leur village avec des produits comme de la bière. Vous voyez cette grosse caisse de bière? Et aussi avec de la farinha. C'est de la farine. De la farine de manioc? Oui. Il faut de grosses machines pour moudre le manioc et ces machines se trouvent en ville. Donc ils échangent les baies d'açaï contre de la farinha, de la bière, des hamacs et d'autres produits. Ils en tirent aussi de l'argent? Oui, bien sûr.
Vous voyez le garçon avec le sac là-bas? Ouais. Ils font du troc, mais ils achètent aussi des ustensiles de cuisine. Ils en vendent une partie et échangent l'autre. C'est ça. Ils viennent tous les jours? Oui. C'est comme ça depuis combien de temps? Depuis des centaines d'années. Belém a été fondé en 1616. Et bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de bateau à moteur, on faisait tout à la rame. Maintenant, ils ont des moteurs. Avant que les Portugais construisent des routes, c'était ça l'axe principal. Ils se déplaçaient en bateau. Ici à Belém, il y a une route qui arrive. Combien en partent? Autant. Donc ici, c'est le bout de la route et tout le reste doit être fait en bateau. C'est ça. Palafita, c'est quoi? Les palafitas sont des taudis, des favelas au bord de l'eau. Et derrière, on voit les gratte-ciels. Qui sont tous ces gens en bateau qui semblent se matérialiser sur le quai? D'où viennent-ils? Et quel est ce fruit, l'açaï, qu'ils vendent ici? Il y a des cabanes le long du fleuve. C'est là que vivent les ribeirinhos. Les riverains? Oui, les riverains. Ou les caboclos, comme on les appelle. Ils mènent une vie simple, sans électricité dans leur cabane. Comment font-ils quand il pleut à verse? Ici, la pluie est un des traits marquants de la vie quotidienne. Il tombe plus de 2,5 mètres d'eau par an. Il ne se passe donc jamais plus de quelques heures sans une averse ou un orage. Sur l'Amazone, il y a deux saisons. La saison humide, où il pleut la plupart du temps, et la saison un peu moins humide, où il y a juste des averses tous les jours. Ces averses à la saison un peu moins humide sont tellement régulières que les gens racontent qu'on peut régler sa montre d'après l'arrivée de ces pluies rafraîchissantes. C'est mon premier voyage en bateau sur l'Amazone. J'adore cette forêt sur les rives, si verte, si mystérieuse. Elle incarne l'essence même de l'Amazone. Je pensais que le cacao venait du Mexique. Je me trompais. Ici aussi, on trouve des cacaoyers. Ils plantent un cacaoyer dans leur jardin. Ils étalent les fèves au soleil pendant 7 jours. Ensuite, ils les torréfient. Et puis, ils enlèvent l'enveloppe extérieure. C'est ce qu'ils font là. C'est très long, c'est un gros travail. Oui. Les gens qui font ça pour gagner leur vie finissent par ne plus avoir d'empreinte digitale. Ça leur use le bout des doigts? Oui. Et la chaleur doit aussi leur brûler la peau. Ici, l'économie repose sur le cacao et les baies d'açaï. Cette opération prend beaucoup de temps. Le prix des fèves de cacao séchées est l'équivalent de 1,50 € le kilo. Mais la pâte se vend environ 5,50 €. Je vis ici parce que l'air est pur et qu'il y a toujours de la brise. On ne tombe pas malade. C'est un endroit très sain. Mais 2 fois par an, il pleut vraiment très fort. On est envahi par les moustiques et notre maison et notre jardin sont inondés. La crue apporte de nombreux serpents et d'autres animaux sauvages. Et il faut faire attention aux araignées venimeuses. Ce que je fais là s'appelle caraméliser. Plus je broie le cacao, plus il caramélise. Le caboclo est un indigène qui vit dans la jungle grâce à la terre et à l'eau. Il a ses coutumes à lui. C'est un métis indien, un descendant des premiers indigènes. Les gens qui vivent ici ne sont ni blancs ni indiens. Ils sont un mélange de races. Ils ont la réputation d'être très discrets.
Ils préfèrent rester entre eux, ne veulent pas vivre dans les grandes villes et évitent les contacts avec l'extérieur, sauf pour vendre leurs produits. Les enfants grandissent entourés par cette eau qui fait partie intégrante de leur environnement. Et le flux et le reflux de la marée deviennent pour eux aussi naturels que le lever et le coucher du soleil. Des milliers de bateaux sillonnent l'Amazone. Tous sont équipés de crochets et de hamacs, car c'est comme ça qu'on dort sur le fleuve. C'est confortable? Je pourrais m'y faire. Bonne nuit. Il y a encore 2 heures de jour, mais c'est peut-être l'heure d'aller au lit. Voilà le capitaine de notre bateau. Du coup, je me demande s'il y a quelqu'un à la barre. Le temps est assez doux. Il y a une brise qui vient de l'Atlantique et qui crée ces vagues. Ça n'a pas l'air de trop le gêner. Mais j'aimerais qu'il se dépêche de revenir. Il est tombé à l'eau, mais c'est de l'eau douce. Et elle est tiède. Il paraît qu'on peut rester dedans pendant 20 heures sans risque d'hypothermie. Le problème, c'est que le courant est très fort. Je perds mon maillot de bain. Moi, c'est la tête. Le maillot de bain, c'est rien. Que sont exactement ces baies miraculeuses appelées açaï dont on entend tellement parler? Je sais qu'elles sont bonnes pour la santé et que les ribeirinhos, les riverains du fleuve, en font le commerce. Thiago m'a promis de m'emmener voir la cueillette. La récolte et la vente de ce fruit est une activité familiale. Les hommes partent dans la forêt tous les matins et reviennent avec d'énormes paniers. Les baies proviennent d'un palmier et ont une très grande valeur nutritive. Leur teneur en vitamines est exceptionnelle, surtout leur concentration en vitamine C. Mais c'est aussi un aliment de base ici. Pas juste un fruit, mais une denrée essentielle, comme tout ce qui vient des palmiers. Dès que j'ai été considéré comme assez grand, vers 10-12 ans, j'ai commencé à travailler avec mon père. Il y a 2 saisons pour la cueillette des baies d'açaï. On apporte notre récolte à Belém, la grande ville, tous les jours. Et on la vend à des gens qui en font une boisson. C'est le bon moment pour la cueillette. Il y a une grosse demande et les prix sont élevés. Voilà un palmier açaï. Ils grimpent en haut et redescendent avec une branche. Une fois à terre, ils les grainent à la main. Les baies se détachent. Ils choisissent les meilleures et les vendent au marché. Ensuite, elles partent dans le monde entier. Mais elles sont surtout consommées au Brésil. Essentiellement à Belém. Mon ami Thiago est un excellent grimpeur. Il ne faut pas que ses pieds glissent. Il s'y connaît. Allez, plus que 25 mètres pour arriver en haut. Il faut avoir les chevilles très solides. C'est comme ça qu'ils font pour monter, sauf qu'ils sont plus gracieux. Voilà ce qui reste, les graines. On s'en sert pour faire de l'engrais, mais aussi pour replanter des palmiers. On en prend une poignée, on les lance, et certaines poussent. Chez nous, on fait ça avec des pépins de pommes. Et vous, vous le faites avec les pépins d'açaï. Je ne savais pas. C'est un paresseux à 3 doigts? Oui, un mâle. Les mâles ont une tache. Incroyable. Juste les mâles et pas les femelles.
On dirait un trou, mais en fait c'est une zone où la fourrure est noire. C'est un bébé. Il fait partie de la famille. Oui. C'est comme un enfant de plus. Il a quel âge? Dans les 6 mois, ensuite ils deviennent très grands. Il se déplace très lentement et très posément. Dans les arbres, oui, mais ce sont aussi d'excellents nageurs. Je suppose qu'un adulte pourrait faire de gros dégâts avec des griffes pareilles. Oui. Vous voulez toucher? Oui. On peut imaginer que s'il est déjà si fort à quelques mois seulement, il sera incroyablement puissant plus tard. C'est un animal fascinant. Regardez son visage. On dirait presque le sourire de la Joconde. On l'appelle le koala de l'Amazone. Je n'avais jamais approché d'aussi près un perroquet amazone. Il est mignon. Les habitants m'ont dit que les bûcherons avaient abattu l'arbre où ses parents nichaient avec leurs petits et que c'était le seul oisillon à avoir survécu. Donc ils l'ont adopté. Il aura le bon régime alimentaire sur sa région d'origine. Il mangera des aliments locaux. Ils lui apprendront aussi sans doute à parler. On pourrait penser qu'au milieu de la jungle, les seuls bruits sont les cris des oiseaux et des singes. Mais en fait, le bruit des moteurs de bateaux est omniprésent. La circulation dure toute la journée et jusque tard dans la nuit. Ça me rappelle le film African Queen. J'ai l'impression de voir Humphrey Bogart en train de piloter. Encore une fois, nous voilà surpris par une averse soudaine. Et cette rampe est très glissante. La marée en montant apporte une couche de vase. La passerelle n'est pas très adaptée, mais je vais vous montrer comment je suis agile. Je vais escalader le garde-corps pour me mettre au sec. Les averses amazoniennes. 30 secondes tous les jours. Cette averse-ci dure plus de 30 secondes. Les caboclos ne semblent pas y prêter beaucoup d'attention. Je me demande si la pluie nous suivra pendant tout le trajet de retour vers Belém et le marché où on vend les baies d'açaï. Dire qu'on appelle ça la saison sèche. Donc c'est ça la saison sèche à Belém? Oui. Je me demande combien de fois par jour il pleut. Je ne suis pas fait pour vivre dans un climat où il tombe 2,50 m par an. Ce qu'ils boivent, c'est de l'açaï. Je vois. On le met dans un bol. C'est très épais, ce n'est pas un jus liquide. Moi, je le prends avec du sucre et sans le poisson séché. Mais c'est comme ça que les ribeirinhos le mangent. Voilà de l'açaï authentique. Ils mettent de la glace au fond. Si c'était pour moi, je rajouterais plein de sucre. C'est assez fade. Fade? Ça n'a pas beaucoup de goût. Mais on sent la vitamine C et il y a des tas d'autres choses, comme du fer. Ça se voit. Et des antioxydants, ça rend plus jeune. Ça se voit à la couleur. Après ça, vous allez avoir besoin d'un hamac et d'au moins 3 heures. D'accord. Vous fournissez le hamac et moi les 3 heures. Je demande à Thiago de me faire visiter le marché de Belém. Je ne connais pas la moitié des produits. C'est quoi ça? Des pupunhas. Ils peuvent être rouges, verts ou jaunes. C'est un peu comme des patates. On les fait bouillir. Voilà la noix du Brésil dont vous parliez. Oui, J'en ai déjà vu. vraiment? Oui, Voilà les coques que les ribeirinhos apportent. C'est ce qu'on trouve sur l'arbre. il y a quelque chose dedans. Oui, il y a ça. Les singes en sont friands. Mais la coque est dure comme du bois. C'est pour ça qu'ils la détachent de l'arbre et la laissent tomber. Elle éclate par terre et ils peuvent récupérer les noix à l'intérieur. Et comment ils cassent les noix? Avec leurs dents. Et c'est ça, c'est le produit final. Oui.
Des biribas. Des bakouris. Ça, il faut que je demande. Vous ne savez pas? La plupart de ces fruits viennent de plus haut sur le fleuve. Et certains sont tellement exotiques que même quelqu'un qui a toujours vécu à Belém ne les connaît pas. C'est un inga. Un inga? Je ne suis pas convaincu. C'est un peu comme manger du papier journal. Un coupoissou. Des najas. Pas besoin de les faire cuire. Voilà des pupunhas. Eux, il faut les faire cuire. Je suppose que c'est de la racine de manioc? Tout à fait. Quelqu'un de très intelligent a compris qu'on pouvait faire cuire cette racine toxique qui est devenue une denrée de base pour tout un continent. Ça, c'est du tucupi. C'est le jus qu'on obtient quand on presse du manioc. On peut le boire? On peut, mais c'est acide. On s'en sert pour cuisiner. Je voudrais vous montrer quelque chose, des feuilles de manioc. Je n'en avais jamais vu. Vous pouvez les toucher. Elles sont toxiques? Telles quelles, oui. Mais les Indiens ont trouvé une solution. On les broie, comme ça, à ma gauche. Et ça donne une pâte qu'on fait cuire pendant 7 jours. D'affilée? Oui, sinon c'est toxique. Eux, ce sont des pêcheurs. Ils n'ont pas d'étal dans le marché. Ils viennent avec leur bateau chargé de poissons, installent leur tabouret et vendent. Ils sont à leur compte, il n'y a pas d'intermédiaire. Non. Les propriétaires de restaurants viennent avec leurs camionnettes. Ils achètent du poisson et l'emportent. Vous connaissez toutes ces espèces? La plupart, oui. Mais même si je suis d'ici, parfois je vois un drôle de poisson que je ne connais pas. Et je suis obligé de demander ce que c'est. Les bateaux arrivent avec du poisson, on le pose dans la balance et on voit le poids. Une fois qu'il est pesé, on peut le vendre. Cette statuette devant ce vieux monsieur, c'est la protectrice de Belém, Nossa Senhora da Nazaré. C'est un hôtel. Notre-Dame de Nazareth. Oui, il y a une croyance ici. On place cette statuette juste à côté de cet objet que vous voyez. Une balance? C'est ça. Cet homme prie devant l'autel, dans l'espoir que les affaires seront bonnes. Ces poissons sont gros, mais il y a quelques années, ils étaient 3 ou 4 fois plus gros. Avec la surpêche, ils deviennent de plus en plus petits. Ça, c'est un filioche. Regardez sa gueule. Il fait plus de 200 kilos. Un poisson d'eau douce. Ici, les habitants racontent qu'ils avalent les enfants. Vous imaginez? Oui, j'imagine très bien. Le fleuve est tellement puissant qu'il pénètre de 75 km dans l'Atlantique. Du ciel, on voit de grandes zones marron qui se déploient dans l'océan. C'est l'Amazone. Oui. Il y a un endroit que je dois visiter avant de quitter Belém, la célèbre île aux perroquets. Mes amis ornithologues me tordraient le cou si je n'y allais pas. Il y a environ 10 000 perroquets qui viennent ici nicher tous les soirs. Ils quittent l'île tôt le matin, juste avant l'aube, et reviennent au coucher du soleil. Le bruit est assourdissant. Pourtant, il y a des gens qui habitent ici. Le comportement de ces perroquets reste un mystère. Et on ignore aussi pourquoi ils ont choisi cet endroit pour se rassembler. Mais l'île est devenue une attraction touristique à Belém. Pour entendre des perroquets, c'est vraiment l'endroit idéal. Les perroquets ont un système de communication extraordinaire. Ils sont aussi très doués pour dénicher de quoi manger. Ils peuvent survoler des dizaines de milliers de kilomètres carrés de jungle pour trouver leurs fruits préférés. Quelle que soit la saison, il y a toujours un arbre ou une plante qui donne des fruits. Et ils ont toujours de quoi manger en abondance. J'aurais voulu explorer des dizaines d'autres endroits, mais mon avion m'attend. Belém est si étendu que j'ignore si les ribeirinhos pourront conserver longtemps leur mode de vie. Je suis heureux de les avoir vus, tant que c'est encore possible. Ça, c'est un tucunaré.
On dirait un paon. Oui, on voit son œil. Autrefois, les pêcheurs n'avaient pas de balance. Alors, ils apportaient leurs poissons pour voir combien ils pesaient. Ça se dit ver au peso. Oui, voir le poids. En général, ils n'ont pas l'électricité dans leur cabane. Donc, ils doivent saler le poisson pour le conserver.